Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon lorsque Madame Élise était déjà debout, comme elle le faisait tous les jours depuis plus de 3 décennies. Ses pas fermes résonnaient sur le plancher de bois de l'ancienne maison du domaine Espérance, tandis qu'elle se dirigeait vers la véranda pour savourer sa première tasse de café. L'arôme fort et familier de la boisson se mêlait à l'odeur de la terre sèche qui s'étendait à perte de vue. La propriété, autrefois verdoyante et prospère, luttait maintenant contre l'implacable sécheresse qui châtiait la région. Les fissures dans le sol ressemblaient à des cicatrices d'une bataille sans fin contre les intempéries. Malgré tout, Élise restait fière, comme une sentinelle infatigable de ce lopin de terre qui représentait bien plus qu'un simple héritage familial. Ses pensées furent interrompues par le bruit lourd et familier des sabots de Tonnerre, l'imposant buffle noir que son père avait élevé depuis qu'il était un petit veau. L'animal, maintenant aussi âgé que les histoires gardées par ses terres, était sa seule compagnie constante. Il s'approcha de la véranda avec ses yeux doux, comme s'il comprenait le poids des souvenirs que sa maîtresse portait. « Bonjour, mon vieux », murmura Élise, tendant la main pour caresser le museau humide de l'animal. Tonnerre répondit par un souffle léger, comme il le faisait chaque matin dans ce rituel silencieux qu'il partageait. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit, comme si elles avaient été prononcées hier. « La terre, ma fille, est comme une mère. Elle ne donne que lorsqu'elle reçoit un amour véritable. » Et Élise aimait cette terre, comme si elle était une extension de son propre corps. Chaque grain de sable, chaque feuille sèche, chaque morceau de clôture ancienne racontait une histoire qu'elle connaissait par cœur. Le domaine avait autrefois été le centre de toute la région. À l'époque glorieuse, quand son père était encore en vie, les récoltes étaient abondantes, les greniers toujours pleins et le son des rires des travailleurs emplissait l'air. La grande maison bouillonnait de vie, avec sa mère qui dirigeait la cuisine, préparant des mets qui nourrissaient le corps et l'âme de tous ceux qui passaient par là. Mais les années n'avaient pas été clémentes. D'abord vint la sécheresse, se traînant comme un serpent affamé, dévorant peu à peu tout ce qu'elle trouvait sur son passage. Puis les voisins commencèrent à partir un à un, vendant leurs terres à des prix dérisoires, à de grandes entreprises qui promettaient modernisation et progrès. Les factures s'accumulèrent et les propositions d'achat commencèrent à arriver de plus en plus fréquemment. Élise cependant résistait, non par entêtement comme certains le disaient, mais par une conviction profonde que cette terre gardait plus que de simples souvenirs. Il y avait là une histoire vivante, un héritage qui ne pouvait être mesuré en chiffres ou en hectares. Ce matin-là, tandis qu'elle observait l'horizon de ses yeux expérimentés, quelque chose attira son attention. Une silhouette solitaire marchait sur le chemin de terre qui traversait ces terres. De loin, il ressemblait à l'un de ces vendeurs qui apparaissaient occasionnellement, essayant de la convaincre de vendre la propriété. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette démarche, quelque chose qui la fit continuer à observer. L'homme s'approchait lentement, comme si chaque pas était soigneusement calculé. Son sac à dos, lourd et poussiéreux, pendait à l'une de ses épaules, et ses vêtements, bien que de bonne qualité, montraient des signes du long chemin parcouru. Il y avait une dignité dans sa fatigue qui intrigua Élise. Tonnerre, normalement méfiant envers les étrangers, resta calme, observant simplement l'approche de l'étranger avec une curiosité presque humaine. Élise demeura sur la véranda, sa tasse de café encore fumante entre les mains, attendant le moment où leurs chemins se croiseraient. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre changerait non seulement le destin du domaine Espérance, mais révélerait aussi des secrets longtemps enfouis sous cette terre desséchée. L'homme qui s'approchait portait plus qu'un sac. À dos poussiéreux, il apportait avec lui une histoire qui s'entrelacerait avec la sienne d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'homme s'arrêta à quelques mètres de la véranda, ôtant respectueusement le chapeau qui protégeait son visage du soleil implacable. Ses yeux, d'un vert profond et inquiet, rencontrèrent ceux d'Élise, qui comprit immédiatement qu'elle n'était pas en présence d'un vendeur ordinaire. « Bonjour, madame !» Sa voix était polie, avec un accent qui trahissait des origines urbaines. « Je vous prie de m'excuser pour ce dérangement si matinal, mais ma voiture est tombée en panne à quelques kilomètres d'ici, sur la route principale. Je dois me rendre d'urgence en ville, et on m'a dit que ce domaine était le seul encore habité dans la région. » Élise l'étudia pendant quelques instants
avant de répondre. Il y avait quelque chose de familier dans ses gestes contenus, dans sa posture qui, même fatiguée, conservait une élégance naturelle. « La ville est à presque 2 heures de marche d'ici, » répondit-elle, posant sa tasse sur le parapet de la véranda. « Et avec ce soleil, ce n'est pas un voyage recommandable à pied. » L'homme passa la main sur son front, en sueur, révélant un éclair d'inquiétude sur son visage. « Je comprends. Sauriez-vous me dire s'il y a un service de taxi ou... » « Il n'y a rien de tel par ici depuis des années, » l'interrompit Élise, descendant les marches de la véranda. Tonnerre s'approcha d'elle, comme il le faisait toujours quand elle quittait son poste d'observation. « Mais peut-être pouvons-nous trouver une solution. » L'étranger observa le buffle avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Élise remarqua son regard et un léger sourire se forma sur ses lèvres. « Voici Tonnerre. Mon père l'a élevé depuis qu'il était petit. Il connaît chaque parcelle de cette terre et le chemin jusqu'à la ville comme sa poche. Vous suggérez que je... » L'homme laissa la phrase en suspens, visiblement surpris par la proposition implicite. « Tonnerre peut vous conduire jusqu'à la ville. Il est doux comme un agneau et plus fiable que n'importe quel automobile, » affirma Élise, caressant le cou de l'animal. « J'ai seulement besoin de votre parole que vous reviendrez avec lui aujourd'hui. » L'homme sembla hésiter un moment, comme s'il pesait non seulement l'offre, mais aussi quelque chose de plus profond dans sa conscience. « Vous confieriez votre animal à un parfait inconnu ?»« Tonnerre n'est pas juste un animal, » répondit Élise avec fermeté. « Il fait partie de cette terre, partie de mon histoire. Et quelque chose me dit que monsieur sait respecter les histoires. N'est-ce pas ?» Ces paroles semblèrent toucher quelque chose au plus profond de l'étranger, qui acquiesça lentement. « Mathieu, dit-il tendant la main, « Mathieu Saint-Pierre. » « Élise Martin, répondit-elle, serrant sa main fermement. Elle remarqua les callosités récentes sur ses paumes, inhabituelles pour quelqu'un de son apparence et de sa façon de parler. « Venez, je vais vous aider à monter. » Pendant qu'elle préparait Tonnerre pour le voyage, Élise observait discrètement son hôte inattendu. Il y avait une tension dans ses épaules, comme s'il portait un poids invisible. Ses vêtements, bien que poussiéreux, étaient de marque coûteuse, et ses gestes trahissaient une éducation raffinée qu'il tentait de dissimuler. « Il connaît le chemin, » expliqua Élise, ajustant les derniers détails. « Il suffit de le laisser suivre son instinct. Quand vous arriverez en ville, il y a un abreuvoir sur la place centrale. Il s'y arrête toujours en premier. » Mathieu monta, avec une certaine difficulté, manifestement peu familier avec ce type de transport. Cependant, dès qu'il fut installé, quelque chose de curieux se produisit. Tonnerre, qui d'habitude mettait du temps à accepter les étrangers, sembla se détendre sous son commandement, comme s'il reconnaissait en lui quelque chose que même Élise ne parvenait pas à identifier. « Je reviendrai avant le coucher du soleil », promit Mathieu, ajustant son sac à dos. Pendant un instant, Élise crut voir quelque chose briller à l'intérieur, mais la lumière du soleil dans ses yeux aurait pu lui jouer un tour. Tandis qu'elle observait l'homme et le buffle s'éloigner sur le chemin de terre, Élise ne put s'empêcher de ressentir que cette rencontre n'était pas fortuite. Il y avait bien plus chez cet étranger que ses yeux fatigués et son sac à dos poussiéreux ne le laissaient supposer. Et d'une certaine façon, elle savait que l'histoire du domaine Espérance était sur le point de s'enrichir de nouveaux chapitres. Le soleil commençait sa descente à l'horizon lorsqu'Élise entendit le bruit familier des sabots de Tonnerre. Comme promis, Mathieu revenait avant la tombée de la nuit. Pourtant, quelque chose avait changé dans sa posture. L'homme qui revenait semblait porter non seulement son sac à dos, mais aussi une décision importante sur ses épaules. « Madame Élise », appela-t-il, descendant avec plus d'aisance qu'il n'en avait montré le matin. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier de votre confiance. Tonnerre est vraiment extraordinaire. » Élise observa, tandis que Mathieu caressait le cou du buffle avec une familiarité surprenante. L'animal, quant à lui, répondait au toucher comme s'il connaissait ses mains depuis des années. « Il vous a apprécié », commenta-t-elle, remarquant le changement subtil dans le comportement de son fidèle compagnon. « Madame Élise », commença Mathieu, sa voix portant une hésitation qu'il n'avait pas manifestée auparavant. « Je sais que cela peut sembler audacieux de ma part, mais j'aimerais vous faire une proposition. » Le cœur d'Élise se glaça momentanément. Elle connaissait bien ce ton. C'était le même utilisé par tant d'autres qui avaient essayé d'acheter ses terres. Son visage dut trahir ses pensées, car Mathieu ajouta rapidement « Non, ce n'est pas ce que vous pensez. J'aimerais offrir mes bras pour le travail. »
J'ai vu qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine. Et bien que je n'ai pas d'expérience avec le travail des champs, j'apprends vite et je n'ai pas peur du travail dur. » La proposition prit Élise par surprise. Elle étudia l'homme devant elle avec plus d'attention. Ses mains, qui le matin ne montraient mais que quelques callosités récentes, exhibaient maintenant aussi la poussière du chemin et de petites égratignures, signe de quelqu'un qui n'a pas eu peur d'aider durant son voyage en ville. « Pourquoi un homme comme vous, clairement habitué à une vie différente, voudrait-il travailler dans un domaine pratiquement abandonné ?» questionna-t-elle, directe comme elle l'avait toujours été. Mathieu détourna le regard un moment, le fixant sur l'horizon orangé. « Parfois, Madame Élise, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Disons que je suis à la recherche d'un nouveau départ, et quelque chose dans cette terre, dans cet endroit, me fait sentir que c'est ici que je dois être. » Élise connaissait bien ce regard. C'était le même qu'elle voyait dans le miroir tous les matins, celui de quelqu'un qui portait un passé complexe, mais qui choisissait d'aller de l'avant. « Et où comptez-vous rester ?» « J'ai remarqué une vieille grange près de l'enclos. Avec votre permission, je peux la nettoyer et en faire mon abri. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. » La proposition était tentante. Le domaine avait réellement besoin d'aide, et quelque chose chez Mathieu inspirait une confiance qu'elle ne pouvait expliquer. Néanmoins, des années d'expérience lui avaient appris à être prudente. « Une semaine, dit-elle finalement. Restez une semaine. Si après ce temps vous voulez toujours rester, nous en reparlerons. » Le visage de Mathieu s'illumina d'un sourire discret, le premier qu'elle voyait depuis son arrivée. « C'est plus que juste. Je commencerai demain à l'aube. » Ce soir-là, tandis qu'elle préparait son dîner solitaire, Élise observa par la fenêtre de la cuisine pendant que Mathieu organisait la vieille grange. Ses mouvements étaient méthodiques, calculés, comme si chaque geste faisait partie d'un rituel de purification. De temps en temps, il s'arrêtait pour regarder le ciel étoilé, comme s'il cherchait des réponses dans les constellations. Ce qui intriguait le plus Élise n'était pas tant ce que Mathieu disait, mais ce qu'il ne révélait pas. Il y avait des moments où son regard se perdait en direction des collines lointaines, portant une mélancolie profonde qu'elle connaissait bien. C'était le regard de quelqu'un qui avait laissé quelque chose d'important derrière lui. Tonnerre, qui normalement passait les nuits près de la maison principale, choisit de rester près de la grange. Élise sourit en percevant l'ironie. Son gardien le plus fidèle semblait avoir décidé que l'étranger méritait une chance. Et elle, qui avait appris à faire confiance aux instincts du vieux buffle, décida de faire de même. Cependant, avant de se retirer, elle remarqua un éclat métallique provenant du sac à dos de Mathieu, qui reposait maintenant partiellement ouvert sur une vieille caisse. Pendant un bref instant, la lumière de la lune révéla ce qui semblait être une montre-bracelet d'une valeur inestimable, un objet qui contrastait complètement avec la simplicité que l'homme embrassait désormais. Les premiers rayons de soleil luttaient encore pour percer la brume du matin, lorsqu'Élise entendit des bruits de travail venant de l'extérieur. En sortant sur la véranda, elle trouva Mathieu déjà en pleine activité, réparant une vieille clôture qui avait besoin de réparation depuis des années. Ses mains, auparavant marquées uniquement par son récent voyage, commençèrent maintenant à montrer les marques authentiques du travail au champ. « Bonjour, Madame Élise », la salua-t-il sans interrompre son travail. « J'espère ne pas vous avoir réveillé avec le bruit. » Ce domaine a connu des jours où le bruit du travail commençait bien avant le lever du soleil, répondit-elle, descendant les marches de la véranda avec une tasse de café supplémentaire dans les mains. « Je vous ai apporté un café. » Mathieu accepta la boisson avec un remerciement silencieux et Élise remarqua que ses vêtements, autrefois élégants malgré la poussière, avaient été échangés contre des tenues plus appropriées pour le travail au champ. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture qui ne parvenait pas à dissimuler complètement ses origines. Les jours suivants établirent une routine particulière au domaine Espérance. Mathieu travaillait sans relâche, passant d'une tâche à l'autre avec une détermination qui impressionnait même Élise. Il répara des clôtures, nettoya des canaux d'irrigation depuis longtemps abandonnés et commença à préparer une petite parcelle pour un éventuel semis. Ce qui intriguait le plus Élise, cependant, était la façon dont il semblait connaître la propriété. Parfois, il prenait des décisions sur où creuser ou quelle zone nettoyer en premier, qui démontraient une compréhension presque intime du terrain. Quand on le questionnait, il répondait vaguement qu'il avait un bon œil pour la terre.
Par un après-midi particulièrement chaud, tandis que Mathieu travaillait à la restauration d'un ancien système d'irrigation, Élise l'observait depuis la véranda. Ses mouvements étaient imprécis, comme si chaque coup de pioche était calculé pour causer l'impact maximum avec le minimum d'effort. Soudain, il s'arrêta, regardant fixement un point spécifique au sol. « Madame Élise » appela-t-il, sa voix portant un mélange d'excitation et de révérence. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose. » En s'approchant, Élise vit que Mathieu avait découvert des vestiges d'un ancien puits, enseveli depuis des années par le temps et la négligence. « Mon père a toujours parlé d'un puits dans cette zone, » murmura-t-elle, d'anciens souvenirs surgissant dans son esprit, « mais nous n'avons jamais réussi à le trouver. »« Avec votre permission, je peux travailler pour le récupérer, » suggéra Mathieu, ses yeux brillants d'une intensité différente. « Quelque chose me dit qu'il y a encore de l'eau vive ici dessous. » Le travail de récupération du puits occupa les jours suivants. Mathieu consacrait chaque moment libre à cette tâche, comme si c'était plus qu'un simple projet de restauration. Élise remarqua que, pendant cette période, il passait de longs moments à observer la zone environnante, comme s'il cherchait à reconnaître quelque chose dans les pierres et la terre. Un matin, Élise fut surprise par des voix inconnues. En sortant pour vérifier, elle trouva 3 hommes conversant avec Mathieu près du puits. Ils portaient des vêtements simples de travail, mais il y avait quelque chose de familier dans leurs traits. « Madame Élise » l'appela Mathieu en la voyant. « Ce sont les fils d'anciens travailleurs du domaine. Ils sont venus offrir leur aide quand ils ont appris que nous restaurions le puits. » Les hommes la saluèrent avec respect, et dans leurs yeux, Élise reconnut la même lueur qu'elle voyait dans les yeux de son père quand il parlait de la terre. C'étaient des personnes qui portèrent le domaine dans leurs souvenirs, qui connaissaient chaque recoin de cette propriété comme les lignes de leurs propres mains. En observant le travail collectif, Élise réalisa que quelque chose de plus grand se produisait. Ce n'était pas seulement un puits en cours de restauration, c'était comme si le domaine lui-même s'éveillait d'un long sommeil. Le son des outils, les voix des travailleurs, même le vent semblait différent, plus vivant. À la fin de cet après-midi, quand les travailleurs étaient déjà partis, Élise trouva Mathieu assis près du puits, ses mains sales de terre et son visage marqué par la fatigue, mais avec une expression de profonde satisfaction. « Comment saviez-vous qu'il viendrait ?» demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. Mathieu resta silencieux un moment, ses yeux fixés sur l'horizon. Parfois, Madame Élise, la terre a sa propre façon de rappeler les gens chez eux. À ce moment, une brise légère souffla, apportant avec elle l'arôme de terre humide, un présage que sous cette surface apparemment aride, la vie continuait à pulser, attendant juste le bon moment pour ressurgir. La nouvelle de la restauration du puits au domaine Espérance se répandit rapidement dans la région. Peu à peu, plus de personnes commencèrent à apparaître, d'anciennes connaissances, des enfants d'ex-employés, des voisins éloignés. Chacun apportait avec lui non seulement la disposition au travail, mais aussi des histoires et des souvenirs qui avaient été longtemps enfouis par le temps. Élise observait ce mouvement avec un mélange de joie et d'appréhension. C'était comme si le domaine récupérait non seulement son eau, mais aussi son âme. Cependant, quelque chose l'inquiétait. La facilité avec laquelle Mathieu coordonnait les travaux, la manière dont il connaissait les noms des anciennes familles de la région, tout indiquait une familiarité qui allait au-delà de ce qu'il avait révélé. Par un après-midi particulièrement animé, alors qu'elle supervisait le travail près du puits, Élise fut surprise par une visite inattendue. Madame Josette, ancienne cuisinière du domaine à l'époque de ses parents, apparut appuyée sur sa canne en bois, ses yeux vifs brillant de curiosité. « Petite Élise » appela la dame, sa voix chargée d'émotion. « Je suis venue voir de mes propres yeux ce qu'on raconte par là. Est-il vrai qu'ils ont trouvé le puits de votre père Jacques ?» Élise aida l'ancienne cuisinière à s'installer sur la véranda, lui servant un café tout frais. « C'est vrai, Madame Josette. Mathieu l'a trouvé il y a quelques jours. » Les yeux de la dame s'écarquillèrent en entendant le nom. « Mathieu, ne me dites pas que... » Elle s'arrêta brusquement, comme si elle avait été surprise par un souvenir lointain. « Vous le connaissez ?»« Madame Josette ?» demanda Élise, son cœur accélérant avec la possibilité de finalement dévoiler une partie du mystère qui entourait son invité. La vieille dame resta silencieuse quelques instants, ses yeux fixés sur Mathieu qui travaillait au loin. Cette façon de marcher,
Rappelle tellement le vieux Antoine, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Élise. Antoine, l'ami de mon père qui avait le domaine voisin? Oui, oui. Celui qui passait les étés ici avec sa petite fille. Comment s'appelait-elle déjà? Ah, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Madame Josette secoua la tête, frustrée. Mais il y avait aussi un garçon, fils d'Antoine, un jeune homme bien élevé, toujours le nez dans les livres. Il a passé quelques étés ici aussi, avant d'aller étudier dans la capitale. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Des souvenirs longtemps oubliés commencèrent à émerger dans son esprit. Un garçon timide qui avait l'habitude de se cacher parmi les arbres avec ses livres, observant tout et tous avec des yeux curieux. Que le bruit de pas sur la véranda interrompit ses pensées. C'était Mathieu qui venait chercher quelques outils. En voyant Madame Josette, il s'arrêta brusquement, une expression indéfinissable traversant son visage. « Madame Josette », salua-t-il, sa voix légèrement tremblante. « C'est un honneur de vous revoir après tant d'années. » L'ancienne cuisinière se pencha en avant, l'étudiant attentivement. « Alors c'est bien vous, petit, le fils d'Antoine, ses yeux verts, identiques à ceux de votre père. » Élise sentit le monde tourner autour d'elle. Mathieu, le mystérieux étranger qui était apparu à sa porte il y a quelques jours, avait une connexion beaucoup plus profonde avec le domaine Espérance qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant chagrin et confusion. Mathieu baissa les yeux, ses mains serrant fortement le manche de la pioche qu'il portait. « Parce que je devais être sûre, Madame Élise, sûre que je méritais encore de faire partie de cette histoire. » Madame Josette se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Les histoires que la terre garde, ma fille, sont comme les racines des vieux arbres, profondes et entrelacées. Parfois, nous devons creuser profondément pour comprendre leur signification. » À ce moment, un groupe de travailleurs commença à crier près du puits. L'eau, enfin, avait commencé à jaillir avec force, propre et cristalline. Le bruit de la célébration remplit l'air, mais Élise pouvait à peine l'entendre. Ses yeux étaient fixés sur Mathieu, qui semblait maintenant porter le poids de toutes les histoires qu'il avait essayé de laisser derrière lui. « Venez avec moi, dit-elle finalement. Je pense qu'il est temps de parler vraiment. » Le bureau de la grande maison restait pratiquement intact depuis l'époque où le père d'Élise l'utilisait. L'odeur de bois ancien et de livres poussiéreux remplissait l'espace tandis qu'elle guidait Mathieu à l'intérieur. Tonnerre, comme s'il sentait l'importance du moment, se posta près de la fenêtre ouverte, ses yeux attentifs suivant chaque mouvement. Élise marcha jusqu'à un vieux bureau et ouvrit un tiroir en retirant une enveloppe jaunie par le temps. « J'ai trouvé ceci il y a quelques années. Après le départ de mon père, dit-elle, tendant l'enveloppe à Mathieu. Je n'ai jamais vraiment compris sa signification, jusqu'à aujourd'hui. » Les mains légèrement tremblantes, Mathieu ouvrit l'enveloppe, révélant une vieille photographie. On y voyait deux jeunes hommes souriant côte à côte, le père d'Élise et Antoine, le père de Mathieu. En arrière-plan, le domaine Espérance exhibait toute sa gloire d'antan, avec des champs verdoyants et le ciel bleu d'une journée d'été parfaite. « Votre père et le mien étaient plus que des amis », commença Mathieu, sa voix chargée d'émotion. « Ils étaient frères de cœur, unis par un rêve commun, tandis que mon père partait pour la ville, cherchant à développer les affaires familiales. Le vôtre est resté ici, gardant vivante l'essence de ce en quoi il croyait. » Élise s'assit dans son vieux fauteuil à bascule, absorbant chaque mot. Et que s'est-il passé? La vie est arrivée. Mathieu soupira profondément. Mon père a construit un empire dans l'agro-industrie, mais dans ce processus, il a perdu quelque chose d'essentiel. Les valeurs qu'il partageait avec votre père ont été peu à peu érodées par l'avidité des temps nouveaux. Quand je m'en suis rendu compte, je suivais ses traces, aidant à construire quelque chose qui dévorait des petites propriétés, comme celle-ci, transformant des histoires en chiffres sur une feuille de calcul. Le silence pesa entre eux quelques instants, brisé seulement, par le son lointain des célébrations qui résonnaient encore depuis le puits. « C'est pour cela que vous êtes revenu, par remords ?» Mathieu se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Ses yeux rencontrèrent ceux de Tonnerre, qui l'observait, avec cette sagesse ancestrale que seuls les animaux semblent posséder. « Je suis revenu parce que j'ai finalement compris ce que mon père a essayé de m'enseigner avant de partir. Il disait toujours qu'il avait enterré son plus grand trésor ici, avec ses souvenirs les plus précieux. » « Et quel serait ce trésor ?»
demanda Élise, une nouvelle compréhension commençant à se former dans son esprit. Ce n'est pas un trésor matériel, Madame Élise. C'est quelque chose de bien plus précieux. Mathieu se tourna pour la regarder. C'est la connaissance que la véritable richesse réside dans la terre vivante, dans les personnes qui la cultivent, dans les histoires qu'elles gardent. Mon père ne s'est jamais pardonné d'avoir abandonné ses valeurs. Dans ces derniers jours, il m'a fait promettre que je trouverais un moyen de corriger nos erreurs. Élise se leva lentement, s'approchant de la fenêtre. Dehors, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Les travailleurs commençaient à se retirer, leurs voix joyeuses portant des promesses de retour le lendemain. « Pourquoi ne pas m'avoir tout dit dès le début ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant. « Parce que je devais être sûre qu'il y avait encore quelque chose à sauver ici. Pas seulement le domaine, mais l'essence de ce qu'il représente. » Mathieu fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Et aussi parce que je porte avec moi une responsabilité qui peut tout changer. » À ce moment, une enveloppe tomba de sa poche. Un document officiel avec le logo de l'une des plus grandes entreprises agro-industrielles du pays. Élise reconnut immédiatement le nom. C'était la même compagnie qui avait essayé d'acheter. Ça a été d'innombrables fois. « Je suis, ou plutôt j'étais, l'un des directeurs principaux », confessa Mathieu. « Mais ces derniers mois, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Quelque chose qui pourrait non seulement sauver le domaine Espérance, mais le transformer en symbole d'une nouvelle façon de faire les choses. » Le soleil finit par se coucher, plongeant le bureau dans des ombres douces. Tonnerre s'agita, comme s'il sentait l'importance des révélations à venir. Élise regarda l'homme devant elle, non plus un simple étranger, mais quelqu'un dont le destin était inexplicablement entrelacé avec le sien. La douce lumière de la lampe éclairait le bureau tandis que Mathieu ouvrait l'enveloppe tombée de sa poche. Élise observait attentivement, son cœur battant plus fort à chaque instant. Le document qu'il en retira était chargé de graphiques, de chiffres et de termes techniques. Mais ce qui attira le plus son attention fut l'entête d'Agrotech International, la même entreprise qui tentait depuis des années d'acheter ces terres. « Pendant des années, j'ai coordonné des projets d'expansion pour Agrotech », commença Mathieu, sa voix chargée de regrets. « Notre mission était d'identifier des terres prometteuses et de les acquérir pour mettre en œuvre ce que nous appelions l'agriculture du futur. Mais ce que j'ai découvert ces derniers mois a tout changé. » Élise se pencha sur les papiers que Mathieu étalait sur la table. Parmi eux, il y avait des études de sol, des analyses hydriques et des rapports environnementaux de la région. Qu'avez-vous exactement découvert? Le domaine Espérance est situé au-dessus de l'un des plus grands aquifères souterrains de la région, expliqua-t-il, pointant vers une carte détaillée. Le puits que nous avons récupéré n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tout un réseau de canaux naturels sous ces terres, alimentant toute la région. Votre père le savait, tout comme le mien. Les mains d'Élise tremblèrent légèrement, en touchant les documents. C'est pour cela qu'ils étaient aussi déterminés à préserver le domaine. Exactement, Mathieu continua. Mais il y a plus. Agrotech n'était pas seulement intéressé par la terre elle-même. Ils ont découvert que le sol ici possède des caractéristiques uniques, parfaites pour un nouveau type de culture durable qu'ils ont développé. Le problème est que leur méthode... Un bruit venant de l'extérieur interrompit la conversation. Tonnerre, qui jusqu'alors se reposait près de la fenêtre, se dressa en alerte. Élise et Mathieu s'approchèrent de la fenêtre, juste à temps pour voir une voiture luxueuse se garer dans la cour du domaine. « Ils m'ont retrouvé », murmura Mathieu, son visage perdant ses couleurs. « Plus tôt que je ne l'espérais. » De la voiture descendit un homme grand, vêtu d'un costume impeccable malgré la chaleur. Même à la faible lumière du crépuscule, on pouvait remarquer sa posture autoritaire et son regard déterminé. André Moreau, PDG d'Agrotech International, était arrivé personnellement au domaine Espérance. « Madame Élise » appela-t-il depuis l'entrée, sa voix résonnant dans la cour. « Je vous prie de m'excuser pour l'heure, mais nous devons parler, et je vois que vous avez trouvé mon directeur disparu. » Élise lança un regard interrogateur à Mathieu, qui respira profondément avant de répondre. « André a été mon mentor dans l'entreprise. C'est lui qui m'a formé, qui m'a montré les chemins du succès corporatif, ou du moins ce qu'il considère comme le succès. » « Et maintenant, chuchota Élise, sentant le poids de la situation. « Maintenant, nous devons prendre une décision, » répondit Mathieu, ses yeux rencontrant les siens.
Parce que ce que j'ai découvert ne concerne pas seulement l'eau ou le sol fertile. J'ai découvert qu'Agrotech prévoit d'utiliser des méthodes qui peuvent compromettre tout l'équilibre naturel de la région. Des méthodes qui contredisent tout ce en quoi nos pères croyaient. Élise redressa les épaules, une détermination ancienne apparaissant dans son regard. Alors ce n'est pas vraiment une décision, n'est-ce pas? C'est une obligation. Envers la terre, envers la mémoire, de nos pères, envers l'avenir. Mathieu acquiesça, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Êtes-vous prête à affronter l'un des hommes les plus puissants de l'agro-industrie? Je suis née prête, répondit-elle, marchant vers la porte. De plus, nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais, la vérité que la terre garde. Tandis qu'ils descendèrent les escaliers de la grande maison, Tonnerre les suivit, ses pas lourds résonnant comme un rappel de la force que la tradition et la nature portaient. Le soleil s'était déjà complètement couché, mais les étoiles brillaient avec une intensité particulière, comme si elles étaient aussi témoins du moment crucial qui allait arriver. André Moreau les attendait dans la cour, son sourire commercial n'atteignant pas ses yeux froids. Dans ses mains, une mallette en cuir coûteuse contenait des documents qui, Élise le soupçonnait, pourraient changer à jamais le destin du domaine Espérance. Mais elle avait quelque chose de bien plus précieux, la certitude que certaines choses n'ont pas de prix et que certaines vérités doivent être défendues à tout prix. Le bureau de la grande maison, qui quelques instants auparavant avait été le théâtre de révélations intimes, servait maintenant d'arène pour un affrontement silencieux. André Moreau occupait l'un des fauteuils comme s'il s'agissait de son trône personnel, tandis qu'Élise et Mathieu restaient debout, unis, dans leur détermination. « Mathieu, Mathieu, commença André, sa voix mielleuse portant une note de déception étudiée. Quand on m'a dit que vous aviez disparu avec des documents confidentiels, j'ai refusé de le croire. Mon élève le plus brillant jetant aux orties une carrière prometteuse par nostalgie. Ce n'est pas de la nostalgie, André, répondit Mathieu, sa voix ferme. C'est de la conscience. Quelque chose que vous m'avez appris à ignorer pendant des années, mais que vous n'avez jamais réussi à effacer complètement. André rit, un son sans joie qui résonna contre les murs anciens. Conscience. Nous parlons de progrès, de développement. Ce domaine, avec tout le respect que je vous dois, Madame Élise, est un vestige d'une époque révolue. Élise, qui, jusqu'alors observait en silence, fit un pas en avant. Vous vous trompez, Monsieur Moreau. Ce domaine n'est pas un vestige, c'est un témoignage vivant qu'il existe une façon différente de faire les choses. Différent ne signifie pas meilleur, rétorqua André, se levant pour marcher jusqu'à la fenêtre. Nos méthodes sont scientifiquement prouvées, notre productivité est incomparable. Qu'avez-vous ici à part des souvenirs et un vieux puits? Nous avons la vérité, intervint Mathieu, étalant sur la table les documents qu'il avait apportés avec lui. La vérité sur les méthodes scientifiquement prouvées d'Agrotech, sur la façon dont elles peuvent contaminer l'aquifère, sur la façon dont elles peuvent détruire l'équilibre naturel de toute la région. André se retourna rapidement, son visage perdant momentanément son masque de cordialité. Ce sont des accusations graves, Mathieu. Des accusations qui peuvent détruire non seulement votre carrière, mais toute votre vie. Ce ne sont pas des accusations, ce sont des faits, répondit Mathieu, sa voix gagnant en force. Des faits que j'ai découverts dans les archives même de l'entreprise, et il y a d'autres personnes qui le savent, des personnes qui ne resteront pas silencieuses. Un silence pesant tomba sur le bureau. Dehors, Tonnerre s'agitait, comme s'il sentait la tension dans l'air. Le vent soufflait doucement à travers la fenêtre ouverte, faisant danser légèrement les pages des documents sur la table. « Que voulez-vous exactement » demanda finalement André, son ton changeant pour quelque chose de plus calculateur. Élise fit un pas de plus en avant, se plaçant aux côtés de Mathieu. « Nous voulons un engagement. Le domaine Espérance restera indépendant, mais nous sommes disposés à établir un partenariat, à nos conditions. » Un partenariat? André leva un sourcil, intéressé malgré lui-même. « Oui, » continua Élise, « un partenariat qui combine le savoir traditionnel avec la technologie moderne, qui respecte la terre et les personnes qui en vivent. Le puits que nous avons récupéré n'est que le début. Il y a un potentiel immense ici, mais il doit être développé de la bonne façon. » Mathieu acquiesça, complétant « Pensez-y, André.
Au lieu d'une acquisition hostile de plus, Agrotech pourrait être pionnière dans un nouveau modèle d'agriculture durable. Imaginez l'impact sur l'image de l'entreprise. André marcha lentement dans la pièce, ses pas résonnant sur le vieux parquet. Il s'arrêta devant une photographie au mur, la même qui montrait les pères d'Élise et de Mathieu, jeunes et pleins de rêves. « Vous êtes des idéalistes », dit-il finalement, mais son ton avait changé. « Des idéalistes comme vos pères l'étaient. Mais peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin maintenant. » Élise et Mathieu échangèrent un regard. Il y avait encore un long chemin à parcourir, beaucoup de détails à discuter, beaucoup de batailles à mener. Mais à ce moment-là, quelque chose changea dans l'atmosphère du domaine Espérance. Dehors, les premières gouttes d'une pluie douce commencèrent à tomber, comme si le ciel voulait aussi participer à ce moment de transformation. Tonnerre, le fidèle gardien leva sa tête vers le ciel, ses yeux sages reflétant l'éclat des éclairs lointains. La terre du domaine Espérance avait gardé ses secrets pendant si longtemps. Des secrets d'eau, de vie, d'histoires entrelacées. Maintenant, enfin, ces secrets commençaient à émerger, non comme des armes de destruction, mais comme des graines d'un avenir différent. Un avenir où le progrès ne signifiait pas destruction, où tradition et innovation pouvaient marcher côte à côte. L'aube apporta avec elle plus que la simple lumière du soleil. Elle apporta aussi le début d'une nouvelle ère pour le domaine Espérance. La pluie de la nuit précédente avait laissé la terre humide et parfumée, comme si la nature elle-même célébrait les changements qui allaient revenir. Élise trouva Mathieu déjà debout, observant l'horizon depuis la véranda. Dans ses mains, une tasse de café fumant et un ensemble de papiers qu'il avait passé la nuit à organiser. L'accord préliminaire avec André Moreau devait être transformé en un plan d'action concret. « Vous n'avez pas dormi ?» demanda-t-elle, le rejoignant sur la véranda. « Juste quelques heures, » répondit Mathieu, un sourire fatigué mais satisfait sur son visage. « Je réfléchissais à tout ce que nous pouvons faire ici. Le potentiel est encore plus grand que nous ne l'imaginions. » Élise acquiesça, ses yeux parcourant le paysage familier qui semblait maintenant chargé de nouvelles possibilités. « Les travailleurs arrivent déjà, » commenta-t-elle, remarquant le mouvement sur le chemin de terre. En effet, plusieurs voitures et motos s'approchèrent du domaine. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent avec les travailleurs. Locaux arrivaient aussi des techniciens et des spécialistes envoyés par Agrotech. André avait tenu sa parole initiale, mettant à disposition une équipe pour commencer la cartographie détaillée de la propriété. « Madame Josette vient aussi », annonça Mathieu, reconnaissant la vieille voiture qui s'approchait. Elle a dit qu'elle ne manquerait ce moment pour rien au monde. L'ancienne cuisinière était devenue une alliée fondamentale. Sa mémoire vivante de la région et sa connaissance des traditions locales seraient essentielles pour équilibrer le savoir technique avec la sagesse traditionnelle. À mesure que le soleil montait dans le ciel, le domaine Espérance prenait des allures de fourmilière organisée. Les équipes se répartissaient dans différentes zones, chacune avec sa mission spécifique. Les techniciens d'Agrotech, initialement réservés, se retrouvèrent bientôt engagés dans des discussions animées avec les travailleurs locaux, échangeant connaissances et expériences. « Regardez ça !» s'exclama Madame Josette, montrant un groupe où un jeune ingénieur agronome écoutait attentivement les explications de Monsieur Pierre, l'un des agriculteurs les plus expérimentés de la région, sur les signaux que donnaient les plantes quand le sol avait besoin de soins spécifiques. Le moment le plus significatif de la matinée vint cependant lorsque l'équipe de géologues confirma ce que Mathieu avait découvert dans les documents d'Agrotech. L'aquifère sous le domaine Espérance était encore plus étendu et important qu'on ne l'imaginait. « C'est comme une toile de vie souterraine », expliqua la géologue en chef, montrant les résultats préliminaires de la cartographie. Ces canaux naturels connectent toute la région. Si nous parvenons à développer un système d'irrigation qui respecte et utilise cette structure naturelle, nous pouvons revitaliser non seulement le domaine Espérance, mais toutes les propriétés voisines, compléta Mathieu, ses yeux brillants de possibilités. Élise observait tout avec un mélange d'émotion et de responsabilité. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit. La terre ne donne que lorsqu'elle reçoit un amour véritable. Maintenant, elle comprenait parfaitement le sens de ces mots. Tonnerre, qui avait passé la matinée à suivre les mouvements avec sa dignité habituelle, s'approcha d'Élise, posant doucement son museau sur son épaule, comme il le faisait
toujours quand il la sentait émue. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» dit Mathieu, s'approchant d'eux. « Tout cela a toujours été ici. Le potentiel, la vraie richesse, la capacité de transformation. Nous avions juste besoin d'apprendre à regarder de la bonne manière. » À la fin de cette matinée, quand tous se réunirent pour un déjeuner communautaire organisé par Madame Josette, l'ambiance était à la célébration contenue. Pas une célébration de victoire, mais de reconnaissance. Reconnaissance que le vrai progrès ne consiste pas à détruire l'ancien pour construire le nouveau, mais à trouver des moyens de faire coexister et se renforcer mutuellement les deux. Élise, observant la scène depuis la véranda de la grande maison, ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Le domaine Espérance n'était plus seulement un morceau de terre à défendre, c'était un symbole vivant qu'il y a toujours un meilleur chemin, même quand tout semble perdu. Et ce chemin passe invariablement par le respect de la terre et des personnes qui en vivent. Les semaines suivantes apportèrent des transformations surprenantes au domaine Espérance. Le projet pilote d'intégration entre technologie moderne et savoir traditionnel commençait à prendre forme, attirant l'attention non seulement de la région, mais de tout le pays. Par un matin particulièrement agité, Élise trouva Mathieu, assis sous le vieux chêne, le même qui avait été témoin de tant d'histoires au fil des ans. Il était absorbé par un appel vidéo avec André Moreau, discutant des derniers développements du projet. Les résultats préliminaires ont dépassé toutes les attentes, disait André à travers l'écran de l'ordinateur portable. Le conseil d'administration est impressionné. Ils veulent étendre le modèle à d'autres régions. Mathieu termina l'appel avec un sourire satisfait. On dirait que nous avons créé un monstre positif, commenta-t-il en voyant Élise s'approcher. D'autres entreprises du secteur commencent à manifester leur intérêt pour reproduire notre approche. Élise s'assit à ses côtés, observant les travailleurs qui se déplaçaient dans les champs. L'intégration entre les équipes avait créé une synergie unique. Les ingénieurs d'Agrotech avaient développé un système d'irrigation intelligent basé sur les canaux naturels de l'aquifère, tandis que les agriculteurs locaux contribuaient avec leur connaissance des cycles naturels de la terre. « Vous savez ce qui est le plus intéressant ?» dit Élise, montrant un groupe qui se réunissait près du puits restauré. « Les gens reviennent, pas seulement pour travailler, mais pour vivre ici. » C'était vrai. Plusieurs familles qui avaient quitté la région des années auparavant commençaient à revenir, attirées non seulement par les nouvelles opportunités de travail, mais par la promesse d'un avenir qui respectait leurs racines. Madame Josette, qui coordonnait désormais un projet de documentation des techniques traditionnelles de culture, s'approcha d'eux avec un vieux cahier dans les mains. « Regardez ce que j'ai trouvé dans mes affaires, dit-elle, montrant un ensemble de notes jaunies. Ce sont les recettes de votre père pour la conservation naturelle du sol. Il était des décennies en avance sur son temps. » Mathieu prit le cahier avec révérence, ses yeux parcourant les pages écrites à la main. « C'est incroyable comme parfois nous devons faire un tour complet pour arriver là où nous devrions être, » murmura-t-il. À ce moment, un groupe d'étudiants universitaires arriva au domaine. Il faisait partie d'un programme de recherche qui étudiait l'impact du projet dans la région. Le domaine Espérance s'était transformé en un laboratoire vivant, où tradition et innovation dansaient une chorégraphie harmonieuse. « Mathieu !» appela Élise, après que les étudiants se furent éloignés. « Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Ce jour-là, quand vous êtes arrivé, était-ce vraiment une coïncidence que votre voiture tombe en panne justement ici ?» Il sourit, un sourire qui mêlait nostalgie et confession. Disons que certaines coïncidences sont soigneusement planifiées par le destin, ou par un homme désespéré de faire ce qui est juste, même s'il ne savait pas exactement comment s'y prendre. Élise acquiesça, comprenant. Parfois, les chemins les plus importants de nos vies commencent par un petit détour, un choix apparemment insignifiant qui finit par tout changer. Tonnerre, qui paissait à proximité, leva la tête comme s'il sentait l'importance de la conversation. Le vieux buffle était devenu une sorte de mascotte du projet, symbole vivant de la résistance et de l'adaptabilité qui caractérisait la nouvelle phase du domaine. « Venez avec moi », dit soudainement Mathieu, se levant. « Je veux vous montrer quelque chose. » Il la guida jusqu'à un point précis, sous le chêne, où des semaines auparavant, ils avaient trouvé le premier signe de l'aquifère.
S'accroupissant, il commença à creuser doucement avec ses mains. « Que faites-vous » demanda Élise, intriguée. « Vous vous souvenez quand je suis arrivé ? Il y avait quelque chose que je devais enterrer ici, répondit-il, poursuivant sa « que recherche ?» Quelque chose qui symbolisait tout ce que je voulais laisser derrière moi. Finalement, ses mains trouvèrent un petit objet. C'était la montre de luxe qu'Élise avait entrevue dans son sac à dos le premier jour. Cette montre était un symbole de tout ce que j'étais devenu en ville. Le succès vide, les mauvais choix, la personne que je ne voulais plus être. Élise prit la montre, maintenant couverte de terre. Et pourquoi la déterrer maintenant ? Parce que maintenant elle peut symboliser quelque chose de différent, répondit Mathieu. Non plus un rappel de ce que j'ai laissé derrière moi, mais une marque du moment où j'ai choisi un meilleur chemin. Comme le domaine lui-même, parfois nous devons être enterrés pour renaître plus forts. L'automne arriva au domaine Espérance, apportant avec lui une explosion de couleurs et la première récolte du nouveau projet. Les champs, autrefois desséchés et abandonnés, affichaient maintenant une variété impressionnante de cultures, toutes cultivées selon les principes de durabilité qui étaient devenus la marque de fabrique du domaine. Dans l'ancienne grande maison, maintenant transformée en centre de recherche et de formation, Élise organisait une réunion importante. Des représentants de coopératives agricoles de tout le pays étaient venus pour connaître le modèle Espérance, comme le projet avait été baptisé par les médias spécialisés. « C'est surréaliste », commenta-t-elle avec Mathieu, tandis qu'ils observaient l'auditorium improvisé se remplir de personnes. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que nous serions ici aujourd'hui… » Mathieu sourit, ajustant la présentation sur le projecteur. « Parfois, je me demande encore si tout cela est réel. Savez-vous ce qu'André m'a dit hier ? Agrotech restructure toute sa politique d'expansion basée sur ce que nous avons appris ici. Madame Josette, qui coordonnait maintenant un programme de sauvegarde des techniques traditionnelles de culture, entra dans la salle portant un panier de produits du domaine. « Voyez ce que j'ai préparé pour nos visiteurs, » dit-elle, fière. « Tout cultivé ici même, à l'ancienne, mais avec une petite touche de nouveau. » La présentation fut un succès. Les visiteurs furent particulièrement impressionnés par le système d'irrigation intelligent qui avait été développé. Utilisant une technologie de pointe pour surveiller le flux naturel de l'aquifère, le système garantissait l'utilisation consciente de l'eau, préservant la ressource pour les générations futures. Mais le véritable secret ne réside pas dans la technologie, expliqua Élise lors de son discours. Il réside dans notre façon d'apprendre à écouter. Écouter la terre, écouter les personnes qui la connaissent depuis des générations. Écoutez les histoires que chaque morceau de cet endroit a à raconter. Après la présentation, tandis que les visiteurs parcouraient la propriété, Élise trouva Mathieu assis sur la véranda, son endroit préféré pour réfléchir. Tonnerre paissait tranquillement à proximité, comme toujours. « Un sou pour vos pensées ?» plaisanta-t-elle, utilisant l'une des expressions que Mathieu avait l'habitude de dire dans les premiers jours. « Je pensais à mon père, » répondit-il, les yeux fixés sur l'horizon. À quel point il serait fier de voir tout cela. Vous savez, j'ai trouvé d'autres choses dans les archives de l'entreprise. J'ai découvert qu'il avait des projets similaires aux nôtres, mais n'a jamais réussi à convaincre les autres directeurs. Élise s'assit à ses côtés, laissant le silence parler pendant quelques instants. La brise légère apportait l'arôme de la terre fertile et le son lointain des conversations des visiteurs. Parfois, je me demande, continua Mathieu, si ce n'est pas lui qui a planifié tout cela. La voiture en panne, la rencontre avec vous, tonnerre, c'est comme s'il avait laissé une carte pour que je retrouve mon chemin. De retour vers où ? Demanda Élise, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. De retour vers qui je devrais être, répondit-il, se tournant pour la regarder. Vers l'endroit où les choses ont vraiment un sens. À ce moment, l'un des techniciens d'Agrotech s'approcha en courant, interrompant la conversation. « Venez vite, les analyses du sol des nouvelles zones de plantation sont arrivées, les résultats sont impressionnants. » Les rapports montraient que la méthode intégrée de culture n'avait pas seulement récupéré la qualité du sol, mais créait également un nouveau modèle de fertilité. La combinaison de techniques traditionnelles avec un suivi technologique produisait des résultats qui dépassaient toutes les attentes. « C'est comme votre père le disait toujours », commenta Madame Josette, qui les avait rejoints pour voir les résultats. « La terre est généreuse avec ceux qui la traitent avec respect. Elle rend toujours plus qu'elle ne reçoit.
Tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses, les visiteurs commencèrent à prendre congé. Beaucoup faisaient déjà des projets pour mettre en œuvre des versions adaptées du modèle Espérance dans leur propre région. Élise observait le mouvement avec un sentiment d'accomplissement qui allait au-delà du succès du projet. C'était la certitude qu'ils avaient trouvé un chemin qui non seulement préservait l'héritage de leur père, mais le transformait en quelque chose de plus grand encore. La nuit tomba sur le domaine Espérance, apportant avec elle une paix différente de celle des temps de solitude. La grande maison, maintenant illuminée dans plusieurs pièces, pulsait d'une énergie renouvelée. Dans la cuisine, Madame Josette préparait un dîner spécial pour célébrer le succès de la journée, tandis qu'Élise et Mathieu organisaient les derniers documents de la présentation. « Regardez ce que j'ai trouvé parmi les papiers », dit Mathieu, tendant une vieille photographie à Élise. C'était une image qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Leurs parents, tous jeunes, assis exactement sur la même véranda où ils se trouvaient maintenant. Au fond de la photo, un tonnerre encore petit jouait dans le pâturage. « Elle a dû être prise l'été où nos familles ont passé du temps ensemble ici », commenta Élise, passant doucement ses doigts sur la photographie. « Vous vous souvenez de cette époque ?» Mathieu sourit, perdu dans ses propres souvenirs. « Vaguement. J'étais très petit. Mais je me souviens de l'odeur de la terre après la pluie, du son des adultes qui conversaient sur la véranda jusqu'à tard. Et je me souviens d'une petite fille qui n'avait peur de rien, qui grimpait aux arbres plus haut que tous les garçons. » Élise rit, sentant ses joues légèrement rougir. « J'étais terrible. Ma mère disait toujours que j'avais plus d'énergie que de bon sens. » L'arôme de la cuisine de Madame Josette commença à se répandre dans la maison, attirant les derniers, techniciens qui travaillaient encore dans les laboratoires improvisés. L'ancienne cuisinière avait transformé le dîner en une véritable célébration, préparant des plats traditionnels de la région avec des ingrédients cultivés sur le domaine même. « Savez-vous ce qui me rend le plus heureuse ?» commenta Madame Josette, tout en servant le repas. « Voir que les jeunes reviennent. Aujourd'hui même, 3 familles qui étaient parties sont venues demander si elles pouvaient revenir travailler sur le projet. » C'était vrai. Le domaine Espérance se transformait en un pôle d'attraction pour la région. Le projet ne générait pas seulement des emplois directs, mais stimulait aussi toute une chaîne d'activités connexes, du tourisme rural à la production d'artisanat local. « Mathieu » appela Élise après que tout le monde se fut servi. « Il y a quelque chose que je voulais vous montrer depuis quelques jours. » Elle le conduisit jusqu'à l'ancien bureau de son père, maintenant transformé en bibliothèque spécialisée en agriculture durable. D'un tiroir du bureau, elle sortit une enveloppe jaunie par le temps. « J'ai trouvé ceci en organisant les vieilles archives », expliqua-t-elle, remettant l'enveloppe à Mathieu. « C'est une lettre de votre père au mien, écrite peu avant, avant son départ. » Mathieu ouvrit l'enveloppe avec précaution, ses mains tremblant légèrement. La lettre, écrite à la main sur papier à en-tête d'Agrotech, révélait les vrais sentiments de son père sur la direction que l'entreprise avait prise et son espoir qu'un jour les choses pourraient être différentes. « Jacques, mon ami, » lut Mathieu à haute voix, « parfois je me demande si j'ai choisi le bon chemin. Tu as gardé tes principes, tu es resté fidèle à la terre. J'ai suivi le chemin du progrès, mais à quel prix? J'espère qu'un jour, nos enfants pourront trouver un juste milieu, un chemin qui unisse le meilleur des deux mondes. » Élise observa Mathieu absorber les paroles de son père. « Il savait, dit-elle doucement. D'une certaine façon, il savait que ce moment viendrait. » De l'extérieur, Tonnerre émit un son bas, comme s'il voulait aussi participer à ce moment de révélation. Le vieux buffle, témoin silencieux de tant d'histoires, semblait comprendre l'importance de ce moment. « Élise, » dit Mathieu, rangeant soigneusement la lettre, « je pense qu'il est temps de planter quelque chose de nouveau. » « Comment ça ? Vous vous souvenez du projet d'expansion dont André a parlé? Et si, au lieu de simplement répliquer le modèle dans d'autres fermes, nous créions une école ici, un centre de formation où des personnes de tout le pays pourraient venir apprendre cette nouvelle façon de travailler avec la terre? » Les yeux d'Élise brillèrent à cette idée. Une école qui unirait savoir traditionnel et technologie moderne. « Exactement, » poursuivit Mathieu, sa voix chargée d'enthousiasme. Nous pourrions faire venir des spécialistes de divers domaines, mais en gardant toujours les maîtres locaux comme professeurs principaux.
Des personnes comme Madame Josette, qui portent en elles la sagesse de génération. Les mois suivants furent d'une intense activité au domaine Espérance. L'idée de l'école prit rapidement forme et reçut du soutien. André Moreau, surprenant, tout le monde, devint l'un des plus grands enthousiastes du projet, mettant à disposition des ressources d'agrotech pour la construction de l'infrastructure nécessaire. Mais ça doit être là, insista Madame Josette lors d'une des réunions de planification, montrant une zone proche du vieux chêne. Ce morceau de terre a une énergie spéciale. C'est là que votre père donnait les premières leçons sur la plantation aux nouveaux employés, Élise. L'emplacement choisi par Madame Josette ne pouvait être plus significatif. C'était exactement là où Mathieu avait enterré puis déterré sa montre, marquant sa propre transformation. Maintenant, cet espace se transformerait en un centre d'apprentissage et de renouveau pour d'autres. Nous l'appellerons École de la Terre, suggéra Élise lors d'une des réunions de planification. Un nom simple, mais qui porte toute la signification de ce que nous voulons construire ici. Le projet de l'école fut développé en respectant chaque aspect du domaine. Les architectes travaillèrent conjointement avec les habitants locaux pour créer des espaces qui s'harmonisaient avec le paysage et utilisaient intelligemment les ressources naturelles. Un après-midi, alors qu'ils supervisaient le début des travaux, Élise et Mathieu reçurent une visite inattendue. Une camionnette arriva transportant un groupe d'adolescents d'une école technique de la région. C'étaient des enfants d'agriculteurs qui avaient quitté leur terre des années auparavant, cherchant des opportunités dans les villes. « Nous sommes venus demander à être les premiers élèves de l'école, » dit l'une des jeunes filles, sa voix chargée d'espoir. « Nous voulons apprendre pour pouvoir retourner aider nos familles à récupérer leurs propriétés. » Ce moment toucha Élise profondément. C'était la confirmation qu'ils étaient sur le bon chemin. Le domaine Espérance ne se transformait pas seulement, il aidait à transformer toute une génération. Tonnerre, qui observait tout avec sa sagesse silencieuse, s'approcha du groupe de jeunes. À la surprise de tous, le vieux buffle permit aux adolescents de le caresser, chose qu'il faisait rarement avec des étrangers. « Voyez », commenta Madame Josette qui assistait à la scène. « Même Tonnerre sait que ses enfants ont la terre dans le sang. Il a toujours été doué pour reconnaître qui a un amour véritable pour ce qu'il fait. » La planification de l'école avançait rapidement. En plus des techniques agricoles traditionnelles et modernes, le programme inclurait des disciplines sur la gestion durable, la technologie appliquée et la préservation environnementale. Mais la différence résidait dans la façon dont ces connaissances seraient transmises. Chaque élève aura 2 mentors, expliqua Mathieu lors d'une présentation à des partenaires potentiels. Un expert technique et un maître local, parce qu'il ne suffit pas de comprendre la théorie, il faut sentir la terre, comprendre ses cycles, respecter sa sagesse. Élise observait avec fierté Mathieu qui dirigeait la présentation. Il avait tellement changé depuis ce premier jour où il était arrivé au domaine perdu et en quête de rédemption. Maintenant, ses yeux brillaient d'un objectif renouvelé et sa posture transmettait l'assurance de quelqu'un qui a finalement trouvé sa place dans le monde. Lors d'une pause, elle le trouva assis sous le chêne, prenant des notes dans son carnet. En s'approchant, elle vit qu'il dessinait un schéma détaillé de ce qui serait le cœur de l'école. Un grand espace circulaire, inspiré des anciens cercles de discussion des travailleurs ruraux. « Ce sera plus qu'une école, » dit-il, sentant l'approche d'Élise. « Ce sera un point de rencontre entre le passé et le futur, entre la sagesse ancienne et les nouvelles découvertes. Comme nos pères l'avaient rêvé, » compléta-t-elle, s'asseyant à ses côtés. À ce moment, un groupe d'oiseaux survola le chêne, leurs ombres dansant sur les dessins dans le carnet de Mathieu. La brise légère balançait les feuilles de l'arbre, créant une musique qui semblait bercer les promesses d'avenir qui naissèrent là. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» dit Élise, après un moment de silence contemplatif. « Voir que le rêve n'est plus seulement le nôtre. Il est devenu le rêve de tous ces gens qui reviennent, qui veulent apprendre, qui veulent faire différemment. » Mathieu acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Le domaine Espérance s'était transformé en un symbole de renouveau, un phare d'espoir pour tous ceux qui croyaient qu'il était possible d'harmoniser progrès et tradition, technologie et sagesse ancestrale. Le printemps arriva au domaine Espérance, apportant avec lui une explosion de vie et de couleurs.
Les champs, maintenant verdoyants, s'étendaient jusqu'à l'horizon comme un tapis multicolore, où cultures traditionnelles se mélangeaient harmonieusement avec de nouvelles variétés développées dans les laboratoires du domaine. La construction de l'école de la Terre avançait à un rythme soutenu, mais sans précipitation. Chaque détail était pensé et exécuté, avec le même soin qu'on consacre à la plantation d'une graine précieuse. Les murs, érigés avec des techniques durables combinant méthodes ancestrales et technologies modernes, semblaient jaillir de la terre elle-même. « Regardez comme c'est intéressant », commenta l'un des ingénieurs du chantier, montrant à Élise et Mathieu comment le système de captation d'eau de pluie avait été intégré à l'architecture du bâtiment. Nous avons utilisé la connaissance traditionnelle des gouttières naturelles, mais avec des matériaux et des techniques modernes de filtrage. L'enthousiasme pour l'école grandissait chaque jour. Des inscriptions arrivaient de tous les coins du pays, et même des pays voisins. L'idée d'un centre de formation unissant savoir traditionnel et innovation technologique avait touché une corde sensible chez beaucoup de gens. Un matin particulièrement agité, alors qu'elle supervisait l'installation des équipements dans le nouveau laboratoire, Élise reçut un appel inattendu. C'était le représentant d'une importante organisation internationale de développement durable. Ils veulent utiliser le domaine Espérance comme modèle pour des projets similaires dans d'autres parties du monde, expliqua-t-elle à Mathieu, contenant à peine son émotion. Ils disent que notre approche d'intégration entre tradition et modernité est exactement ce qu'ils cherchaient. Mathieu sourit, mais Élise remarqua une touche d'inquiétude dans ses yeux. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Je réfléchissais à comment maintenir l'essence du projet à mesure qu'il grandit, » répondit-il. « Comment garantir que nous ne perdrons pas de vue ce qui compte vraiment ?» À ce moment, Madame Josette s'approcha d'eux, portant un panier de graines soigneusement sélectionnées. « Celles-ci sont pour le premier cours pratique, » expliqua-t-elle. « Des graines conservées par des générations d'agriculteurs de la région. Chacune a son histoire, sa force. »« C'est ça !» s'exclama Élise, une idée surgissant dans son esprit. « C'est ainsi que nous maintiendrons l'essence du projet. Chaque nouvel élève, chaque nouveau partenaire doit d'abord comprendre l'histoire derrière ce que nous faisons ici. Pas seulement la technique, mais la signification. » L'idée prit rapidement forme. Ils décidèrent qu'avant tout cours technique, les nouveaux élèves passeraient une semaine à vivre la routine traditionnelle du domaine. Ils apprendraient avec les maîtres locaux, écouteraient leurs histoires, ressentiraient dans leur chair le rythme de la terre. « Et Tonnerre sera notre professeur honoraire », plaisanta Mathieu, observant le vieux buffle qui, comme toujours, semblait comprendre tout ce qui se passait autour de lui. L'animal, qui servait maintenant de symbole vivant du domaine, avait développé un instinct spécial pour reconnaître les personnes qui arrivaient, avec le cœur véritablement ouvert pour apprendre. Sa présence constante dans les zones de formation était presque devenue une tradition. Un après-midi, alors qu'ils organisèrent le matériel pour l'inauguration de l'école, Élise trouva Mathieu à nouveau assis sous le chêne. Il tenait dans ses mains la montre qu'il avait enterrée, puis déterrée à ce même endroit. Le symbole de sa propre transformation. « Je pensais donner la montre au musée de l'école, » dit-il quand Élise s'approcha, comme un rappel qu'il est toujours possible de choisir un chemin différent. Élise s'assit à ses côtés, sentant l'énergie spéciale de ce lieu qui avait été témoin de tant de changements. « Vous savez ce que mon père disait toujours, que la terre ne garde pas seulement des graines. Elle garde aussi des histoires, des rêves, des possibilités. Et maintenant nous aidons à écrire un nouveau chapitre de cette histoire, » compléta Mathieu, ses yeux parcourant le paysage transformé du domaine. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Au loin, on pouvait entendre le son des travailleurs terminant une autre journée de chantier, mêlée aux voix animées des jeunes qui étaient déjà arrivés pour le premier cycle de formation. « Mathieu !» appela doucement Élise. « Pensez-vous que nos pères imaginaient qu'un jour nous en arriverions là ?» Il resta silencieux un moment, réfléchissant à la question. « Je pense qu'ils ont planté les graines, Élise. Ils les ont plantées en nous, dans la terre, dans les gens qui vivaient ici. Et maintenant ces graines fleurissent d'une façon que peut-être même eux n'auraient pu imaginer. » Le grand jour de l'inauguration de l'école de la Terre arriva enfin. Le soleil se leva sur un domaine Espérance complètement transformé. L'ancien manoir, maintenant restauré, brillait d'une dignité renouvelée. Les nouvelles installations, harmonieusement intégrées au paysage naturel,
semblait avoir toujours fait partie de ce lieu. Dès le matin, des caravanes commencèrent à arriver de toutes les directions. Agriculteurs locaux, étudiants, chercheurs, représentants d'organisations internationales, tous unis par le même objectif de témoigner du début de quelque chose de vraiment spécial. Élise observait l'animation depuis la véranda, son cœur débordant d'émotion. Madame Josette était à ses côtés, organisant les herbes aromatiques qui seraient utilisées dans le rituel d'ouverture qu'elle-même avait suggéré. Chaque herbe a une signification, expliquait l'ancienne. Cuisinière, séparant les branches avec soin. Le romarin pour la mémoire, pour ne jamais oublier nos racines. Le basilic pour la prospérité, pour que cette connaissance se multiplie. La rue pour la protection, pour que l'école maintienne toujours son véritable objectif. Mathieu apparut portant une vieille boîte qu'Élise reconnut immédiatement. C'était celle où son père gardait ses documents les plus importants. « J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir », dit-il, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Dans la boîte, outre la montre qui serait donnée au musée de l'école, il y avait une enveloppe qu'aucun des deux n'avait vue auparavant. À l'intérieur, une lettre écrite de la main du père d'Élise, datée de quelques jours avant son départ. « Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que la Terre a finalement révélé ses secrets. Et j'ai toujours su que ce jour viendrait. Le jour où le domaine Espérance se transformerait en quelque chose de plus grand que nous tous. Antoine et moi en avons rêvé, même quand nos chemins se sont séparés. Le véritable trésor de cette terre ne réside pas dans ce qu'elle peut produire, mais dans ce qu'elle peut enseigner. Chaque grain de sable, chaque feuille au vent, chaque goutte d'eau de notre aquifère porte une leçon pour qui sait écouter. Prends soin de cet endroit, non comme une propriétaire, mais comme une gardienne. Et rappelle-toi toujours, la terre est généreuse avec qui la respecte et multiplicatrice pour qui sait partager ses dons. Avec un amour éternel, ton père. Élise sentit les larmes couler sur son visage, tandis que Mathieu terminait de lire la lettre à haute voix. Madame Josette, qui avait arrêté ses tâches pour écouter, avait elle aussi les yeux humides. « Votre père a toujours été un homme de vision », dit l'ancienne cuisinière, sa voix émue. Il savait qu'un jour tout cela arriverait. Le son de musique traditionnelle commença à résonner dans la cour du domaine. Les premiers élèves de l'école de la Terre, 20 jeunes soigneusement sélectionnés de différentes régions du pays, avaient préparé une présentation spéciale pour la cérémonie d'inauguration. Tonnerre, comme s'il comprenait l'importance du moment, s'approcha majestueusement du groupe qui se formait au centre de la cour. Les jeunes, vêtus d'habits qui mélangeaient éléments traditionnels et contemporains, formèrent un cercle autour de lui. « C'est incroyable comme il sait toujours exactement où il doit être », commenta Mathieu, observant le vieux buffle qui semblait maintenant présider la cérémonie de sa présence imposante. André Moreau, qui était arrivé discrètement, s'approcha du groupe sur la véranda. Son visage normalement austère était différent, touché par l'émotion du moment. « Vous savez, dit-il, surprenant tout le monde par sa franchise, j'ai passé des années à croire que le progrès signifiait effacer le passé. Aujourd'hui, je comprends que le vrai progrès consiste à savoir construire des ponts entre l'ancien et le nouveau. » Élise sourit, reconnaissant combien l'homme d'affaires avait changé depuis leur première rencontre orageuse. « Parfois, nous devons perdre le nord pour trouver le bon chemin, » dit-elle, échangeant un regard significatif avec Mathieu. La cérémonie d'inauguration était sur le point de commencer. Les invités commencèrent à se diriger vers la zone centrale, où le nouveau bâtiment de l'école s'élevait, beau et imposant, mais sans perdre la simplicité qui caractérisait le domaine. « Vous êtes prête ?» demanda Mathieu, offrant son bras à Élise. Elle regarda une dernière fois la lettre de son père, la rangeant soigneusement dans sa poche, près du cœur. « Je l'ai toujours été, » répondit-elle, sa voix portant la certitude de quelqu'un qui comprend enfin son véritable but. La cérémonie d'inauguration de l'école de la Terre fut bien plus qu'un événement formel. Elle devint une célébration de la vie, de la terre et de la sagesse qui jaillit de la rencontre entre différentes formes de connaissances. L'espace, circulaire principal conçu pour être le cœur de l'école, était rempli de personnes qui partageaient le même rêve. Élise monta sur la petite estrade improvisée, accompagnée de Mathieu et de Madame Josette. Ses yeux parcoururent la foule, reconnaissant des visages familiers et nouveaux, tous unis par le même objectif. Quand elle commença à parler, sa voix portait la force de génération.
L'école de la Terre naît aujourd'hui non seulement comme une institution d'enseignement, mais comme un symbole de transformation. Ici, la sagesse ancestrale et l'innovation technologique ne se font pas concurrence. Elles dansent ensemble, se nourrissant mutuellement. Mathieu prit la parole ensuite, sa présence transmettant une sérénité que peu auraient reconnue chez l'exécutif agité qu'il était autrefois. Chacun de vous qui est ici aujourd'hui fait partie de quelque chose de plus grand. Nous ne construisons pas seulement une école, nous cultivons une nouvelle façon de penser, de produire, de vivre en harmonie avec la Terre. La première promotion d'élèves fut présentée officiellement. C'étaient des jeunes d'origine différente, mais tous partageaient une lueur spéciale dans le regard, la lueur de ceux qui sont prêts à faire partie d'un changement significatif. Pendant la cérémonie, Madame Josette conduisit le rituel de bénédiction qu'elle avait préparé. Les herbes aromatiques furent brûlées dans de petits feux disposés à des points stratégiques, remplissant l'air d'un parfum qui mêlait tradition et espoir. Pour que chaque personne qui franchira ces portes, entonna-t-elle de sa voix forte malgré l'âge, emporte avec elle non seulement du savoir, mais aussi la sagesse du cœur. Le moment le plus émouvant vint quand les premiers élèves, guidés par les maîtres locaux, plantèrent un jeune chêne à côté de l'ancien, symbole de la continuité entre passé et futur. Tonnerre, comme s'il comprenait la signification du moment, s'approcha lentement du nouvel arbre, le touchant doucement de son museau. André Moreau, qui observait la scène, s'approcha d'Élise et Mathieu avec une enveloppe dans les mains. « Voici mon cadeau pour l'école, dit-il, remettant le document. Agrotech crée un fonds permanent pour des bourses d'études. Nous voulons garantir que le savoir développé ici atteigne ceux qui en ont vraiment besoin. » Le geste de l'homme. D'affaires symbolisait bien plus qu'un soutien financier. C'était la reconnaissance qu'une nouvelle façon de faire des affaires était possible et nécessaire. À la fin de la cérémonie, tandis que les invités circulaient dans l'espace en découvrant les installations, Élise retrouva Mathieu à nouveau sous le vieux chêne. Il tenait dans ses mains la montre qui ferait maintenant partie de la collection du musée de l'école. « Car vous savez, dit-il, contemplant l'objet, quand j'ai enterré ceci ici, j'enterrais mon passé. Mais maintenant, je comprends que nous n'avons pas besoin d'enterrer quoi que ce soit. Nous devons juste apprendre à transformer. » Élise sourit, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Le domaine Espérance était devenu un lieu de transformation, pas seulement du sol, des plantes ou des techniques de culture, mais surtout des personnes. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleurs qui semblaient célébrer ce moment spécial. Les premiers élèves de l'école, déjà installés dans leur logement, se réunissaient en petits groupes, partageant histoires et rêves. « Mathieu, » appela doucement Élise, « pensez-vous que nous avons réussi, que nous avons vraiment créé quelque chose qui va durer ?» Il regarda autour de lui, observant la vie qui pulsait dans chaque coin du domaine. Les laboratoires modernes coexistant harmonieusement avec les techniques traditionnelles de culture. Les jeunes étudiants apprenant avec les maîtres locaux, la technologie au service de la préservation de la sagesse ancestrale. « Je pense que nous avons créé quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, » répondit-il. « Quelque chose qui va continuer à grandir et à se transformer, tout comme la Terre elle-même. » À ce moment, comme pour confirmer ses paroles, une brise légère souffla à travers le chêne, faisant danser ses feuilles et répandant dans l'air le doux parfum de la terre fertile. C'était le parfum de l'espoir, du recommencement, de la vie qui trouve toujours un moyen de fleurir. Les premières semaines de fonctionnement de l'école de la Terre apportèrent une énergie renouvelée au domaine Espérance. Le va-et-vient des élèves, professeurs et visiteurs avait transformé l'endroit en un véritable centre de connaissances vivantes où chaque jour apportait de nouvelles découvertes et apprentissages. Élise observait cette animation avec un mélange de fierté et de responsabilité. Un matin particulièrement agité, elle trouva Mathieu dans le laboratoire d'analyse de sol, où il aidait un groupe d'étudiants dans une expérience qui combinait techniques traditionnelles d'évaluation et technologies de pointe. « C'est incroyable, comme ils absorbent tout si rapidement, » commenta-t-il, tandis que les jeunes discutaient avec animation des résultats de leurs analyses. Et plus incroyable encore est la façon dont ils réussissent à faire des connexions auxquelles nous n'avions même pas pensé. C'était vrai. Les élèves de la première promotion s'étaient révélés de véritables catalyseurs d'innovation. Ils combinaient le respect du savoir traditionnel
avec une curiosité insatiable pour de nouvelles possibilités. « Madame Élise » appela l'une des élèves, Marie, fille d'agriculteur de la région. « Vous devez voir ça, nous avons réussi. » Qu'a adapté le système d'irrigation intelligent pour qu'il fonctionne avec les indicateurs naturels que mon grand-père a toujours utilisés. L'enthousiasme de la jeune fille était contagieux. Son projet combinait des capteurs d'humidité de dernière génération avec la connaissance traditionnelle sur le comportement de certaines plantes qui indiquaient naturellement les besoins hydriques du sol. Madame Josette, qui passait beaucoup de temps avec les élèves à partager ses connaissances, s'approcha du groupe. « Voyez, dit-elle, examinant les résultats de l'expérience. C'est exactement comme le disaient les anciens. La Terre nous parle toujours, il suffit de savoir l'écouter. Maintenant, nous avons des machines qui aident à traduire cette conversation. » Le succès de l'école commençait à attirer l'attention internationale. Cet après-midi-là, Élise reçut la visite de représentants d'une importante université européenne, intéressée par l'établissement d'un programme d'échange. Ce qui nous impressionne le plus, commenta l'une des chercheuses, c'est comment vous avez réussi à créer un environnement où différents types de savoirs non seulement coexistent, mais se renforcent mutuellement. Mathieu, qui participait à la réunion, sourit en entendant le commentaire. « Le secret est de ne pas hiérarchiser la connaissance, expliqua-t-il. Ici, le docteur et l'agriculteur traditionnel ont la même valeur, car tous deux ont quelque chose d'unique et d'important à enseigner. » Après la réunion, Élise et Mathieu marchèrent jusqu'au vieux chêne, leur lieu préféré pour les conversations importantes. Tonnerre, comme toujours, les suivit fidèlement. Le buffle était devenu une sorte de mascotte pour les élèves, qui le traitaient avec un respect presque révérentiel. « Savez-vous ce qui m'émeut le plus ?» dit Élise, observant un groupe d'élèves qui travaillaient dans le champ expérimental. « Voir comment chaque personne qui passe par ici emporte un peu de l'essence du domaine Espérance, mais laisse aussi quelque chose de soi. » Mathieu acquiesça, comprenant parfaitement. « C'est comme si nous créions une nouvelle forme d'héritage, » réfléchit-il. « Pas seulement de terre ou de technique, mais de valeur, de finalité. » À ce moment, ils furent interrompus par André Moreau, qui arrivait pour l'une de ses visites régulières à l'école. L'homme d'affaires, qui un jour représentait tout ce qu'il craignait, était devenu l'un des plus grands défenseurs du projet. « J'ai des nouvelles, » annonça-t-il après les salutations. Le conseil d'Agrotech a approuvé à l'unanimité l'expansion du programme de bourse. Et plus encore, d'autres entreprises du secteur veulent se joindre à l'initiative. La nouvelle était significative. Cela signifiait que l'impact de l'école de la Terre commençait à s'étendre au-delà de ses murs, influençant même les grandes corporations de l'agro-industrie. « Mais il y a une condition, » poursuivit André, un sourire apparaissant sur son visage habituellement sérieux. « Ils veulent que vous deux assumiez officiellement la direction du projet d'expansion. » Élise et Mathieu échangèrent un regard significatif. C'était une proposition qui apporterait encore plus de responsabilités, mais aussi l'opportunité d'élargir la portée de tout ce qu'ils avaient construit. « Nous devons maintenir l'essence, » dit Élise, après un moment de réflexion. « Nous ne pouvons pas perdre ce qui rend cet endroit spécial. » « Et nous ne le perdrons pas, » assura Mathieu, sa voix portant une certitude tranquille. « Parce que maintenant, ce n'est plus seulement nous. C'est toute une communauté de personnes qui comprennent et partagent cette vision. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Dans le champ expérimental, les élèves commençaient à ranger leur matériel, discutant avec. Animation des résultats de la journée. Leurs voix se mêlaient au son du vent dans les feuilles du chêne, créant une symphonie qui semblait célébrer la vie pulsant dans chaque coin du domaine. La proposition d'André apporta de nouvelles perspectives au domaine Espérance. Dans les jours qui suivirent, Élise et Mathieu se consacrèrent à planifier comment ils pourraient étendre le projet sans perdre son essence. Les conversations se prolongeaient jusqu'à tard sur la véranda de la grande maison, toujours accompagnées par le regard attentif de Tonnerre. « Le secret est dans les personnes, » dit Élise lors d'une de ses soirées, tandis qu'il révisait les plans d'expansion. « Nous devons former des multiplicateurs qui portent non seulement la connaissance technique, mais surtout l'esprit de ce que nous avons construit ici. » Mathieu approuva, ajoutant ses propres réflexions. « J'y ai beaucoup pensé. Et si nous créions
des noyaux régionaux, de petits centres de formation connectés à l'école de la Terre, mais chacun avec sa propre identité, respectant les caractéristiques locales? L'idée commença à prendre forme lors d'une réunion avec la première. Promotion d'élèves. Marie, la jeune fille qui avait développé le projet d'irrigation, présenta une suggestion qui captiva l'attention de tous. Et si chaque diplômé de l'école de la Terre s'engageait à créer un projet dans sa région d'origine, proposa-t-elle. Non seulement en appliquant ce que nous avons appris ici, mais en adaptant et en développant de nouvelles solutions basées sur les besoins locaux. La proposition de Marie fut reçue avec enthousiasme. Bientôt, les élèves commencèrent à partager leurs propres idées sur la façon dont ils pourraient apporter les principes de l'école de la Terre à leur communauté. Madame Josette, qui suivait tout avec son regard sage, ajouta sa propre perspective. L'important est que chaque lieu conserve ses racines. Comme les plantes, chacune pousse à sa manière, mais toutes ont besoin de bonne terre pour fleurir. Un après-midi, tandis qu'Élise et Mathieu discutaient des détails du projet d'expansion sous le chêne, ils furent surpris par une découverte émouvante. L'un des élèves, pendant une recherche sur le terrain, avait trouvé un ancien journal enterré près des racines de l'arbre. « C'est l'écriture de mon père », s'exclama Mathieu, reconnaissant immédiatement la calligraphie. Le journal contenait des notes détaillées sur la région, incluant des cartes des canaux souterrains d'eau et des observations sur les cycles naturels de la Terre. Il ne connaissait pas seulement le potentiel de cette terre, dit Élise, feuilletant les pages jaunies. Il étudiait des moyens de la préserver et de la développer de manière durable. La découverte du journal apporta une nouvelle dimension au projet. Les notes du père de Mathieu, combinées avec le savoir traditionnel et les technologies modernes, offraient une perspective unique sur le développement de l'agriculture durable dans la région. C'est comme si le passé nous donnait des outils pour construire l'avenir, commenta Mathieu ému. L'enthousiasme suscité par la découverte contamina toute l'école. Les élèves se plongèrent dans l'étude du journal, combinant les observations anciennes avec leurs propres recherches. Chaque page révélait non seulement des informations techniques, mais aussi une profonde compréhension de la relation entre l'homme et la nature. Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le domaine, Élise trouva Mathieu seul sur la véranda, contemplant l'horizon. Tonnerre paissait tranquillement à proximité, sa silhouette se découpant sur le ciel étoilé. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « À la façon dont la vie prend des tournants inattendus » répondit-il, un doux sourire sur ses lèvres. « Quand je suis arrivé ici, je fuyais mon passé. Maintenant, ce même passé nous aide à construire l'avenir. » Élise prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Ce geste, simple et naturel, portait le poids de tout ce qu'ils avaient vécu et construit ensemble. « Savez-vous ce que j'ai appris de tout cela » dit-elle, sa voix douce dans la nuit calme. « Que parfois nous devons perdre quelque chose pour trouver quelque chose de bien plus grand. » Mathieu serra doucement sa main, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Le domaine Espérance s'était transformé en bien plus qu'une propriété rurale ou une école, c'était un symbole vivant, qu'il y a toujours un meilleur chemin, même quand tout semble perdu. Dans le champ, les premières pousses des nouvelles plantations commençaient à apparaître, promettant une récolte abondante. C'étaient des graines spéciales, développées dans le laboratoire de l'école, qui combinaient la résistance des variétés traditionnelles avec les caractéristiques souhaitables des espèces modernes. Comme ces graines, l'école de la Terre continuait à croître et à se développer, maintenant ses racines fermement ancrées dans le sol de la tradition, tout en étendant ses branches vers l'avenir. Et dans chaque nouvelle pousse, dans chaque nouveau projet, dans chaque nouvel élève, pulsait le même espoir qui avait donné son nom à cette terre. La première année de l'école de la Terre touchait à sa fin, et avec elle, une série de célébrations se préparait au domaine Espérance. La remise des diplômes de la première promotion ne serait pas seulement une cérémonie académique, ce serait la confirmation qu'un rêve s'était transformé en réalité. Le domaine était en fête. De tous les coins du pays arrivaient les familles des diplômés, des représentants des communautés rurales et même des journalistes intéressés à documenter ce moment historique. La cour centrale, où un jour Élise avait rencontré un Mathieu perdu avec son sac à dos poussiéreux, bouillonnait maintenant de vie et d'attente. « Regardez ça »
dit Madame Josette, observant les préparatifs de la fête. Chacun de ces jeunes est arrivé ici portant un rêve différent, et maintenant ils sont tous unis par le même objectif. C'était vrai. Les 20 élèves de la première promotion s'étaient transformés en une famille unie par des liens plus forts que le sang. Chacun d'eux avait déjà des projets en cours dans leur région d'origine, prêts à multiplier le savoir acquis. Le matin de la remise des diplômes, Élise trouva Mathieu dans l'ancien bureau, organisant les certificats spéciaux qui seraient remis. Ce n'étaient pas des diplômes ordinaires. Chacun avait été personnalisé avec des graines de plantes natives de la région d'origine de l'élève, pressées artisanalement dans le papier. « Regardez, dit-il, montrant l'un des certificats. Marie a choisi des graines de lavande pour le sien. Elle a dit que cela représente la résistance et la capacité de fleurir même dans les conditions les plus difficiles. » Élise sourit, se rappelant comment la jeune élève était arrivée timide et peu sûre d'elle, et se préparait maintenant à diriger un projet révolutionnaire d'irrigation dans sa communauté. La cérémonie de remise des diplômes fut organisée au coucher du soleil sous le vieux chêne. Le lieu ne pouvait être plus significatif, l'arbre qui avait été témoin de tant de transformations assistait maintenant à la naissance d'une nouvelle génération de gardiens de la terre. Tonnerre, comme toujours, jouait son rôle dans la célébration. Le vieux buffle avait développé une affection particulière pour les diplômés, et sa présence majestueuse près du lieu de la cérémonie ajoutait une touche de solennité au moment. André Moreau, qui avait tenu à être présent, surprit tout le monde avec son discours. « Quand je suis arrivé ici pour la première fois, je venais avec l'intention d'acheter un domaine. Aujourd'hui, je réalise que la vraie valeur de cet endroit ne peut être mesurée en argent. Ce que vous avez construit ici est un nouveau modèle d'avenir. » Un par un, les diplômés furent appelés à recevoir leur certificat. Chacun d'eux avait une histoire à raconter, un projet à mettre en œuvre, un rêve à réaliser. Marie, choisie comme porte-parole de la promotion, émut tout le monde par ses paroles. L'école de la Terre nous a enseigné bien plus que des techniques agricoles ou de la technologie. Elle nous a enseigné qu'il est possible d'unir le meilleur du passé aux promesses du futur, que nous n'avons pas besoin de choisir entre tradition et progrès. Nous pouvons avoir les deux. Après la cérémonie officielle, tandis que la fête se répandait dans la cour du domaine, Élise et Mathieu trouvèrent un moment de quiétude près du chêne. L'endroit où un jour il avait enterré sa montre était maintenant marqué par une petite plaque racontant l'histoire de ce geste symbolique. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» dit Élise, observant la célébration à distance. « Voir comment chaque personne qui passe par ici ajoute quelque chose de nouveau à l'histoire du domaine. » Mathieu acquiesça, ses yeux brillants d'émotion contenue. C'est comme si chacun d'eux était une nouvelle graine plantée. Et regardez tous les fruits que nous récoltons déjà. La nuit avançait, mais la fête continuait. D'un côté, de jeunes étudiants dansaient au son de musique traditionnelle, jouée par des maîtres locaux. De l'autre, des groupes animés discutaient de projets et de rêves pour l'avenir. C'était l'union parfaite entre l'ancien et le nouveau, la tradition et l'innovation. Madame Josette, qui observait tout avec son sourire sage, s'approcha du couple. « Vous avez réussi, mes enfants. Vous avez transformé le domaine Espérance exactement en ce qu'il devait toujours être, un lieu où le passé et l'avenir se rencontrent pour créer quelque chose de nouveau. » Les paroles de l'ancienne cuisinière résonnèrent profondément, en Élise et Mathieu. Ils avaient fait bien plus que sauver un domaine ou créer une école. Ils avaient bâti un héritage qui continuerait bien au-delà de leur propre vie. Le lendemain matin de la remise. Des diplômes. Élise se leva tôt comme elle le faisait toujours. Le soleil avait à peine commencé à dorer l'horizon quand elle sortit pour sa promenade matinale. Le domaine était silencieux, se reposant encore de la célébration de la veille, mais on pouvait déjà sentir la promesse d'un nouveau jour palpiter dans l'air. Tonnerre, fidèle comme toujours, la rejoignit dans sa promenade. Le vieux buffle, bien qu'il montrât désormais des signes de l'âge, conservait la même dignité qui le caractérisait depuis qu'il était petit. Ensemble, ils suivirent le chemin jusqu'au sommet de la colline, là où toute cette histoire avait commencé. Mathieu les y trouva comme s'il savait exactement où chercher. Dans ses mains, il portait 2 enveloppes, une ancienne, jaunie par le temps, et une nouvelle encore cachetée. « J'ai trouvé ceci entre les pages du journal de mon père, dit-il, tendant l'enveloppe ancienne à Élise.
À l'intérieur, il y avait une photographie qu'elle n'avait jamais vue. Leurs parents, jeunes et souriants, plantant ensemble le vieux chêne. Et celle-ci, continua-t-il, montrant l'enveloppe neuve, est arrivée hier pendant la fête. C'est de l'Organisation des Nations Unies. Ils veulent de faire de l'école de la Terre un modèle international de développement durable. Élise prit les deux enveloppes, sentant le poids symbolique qu'elles portaient. L'une représentait les racines de tout ce qu'ils avaient été construits. L'autre les fruits qui étaient encore à venir. « C'est étrange, dit-elle, sa voix douce dans le matin tranquille. Quand vous êtes arrivé ici ce premier jour, j'étais si déterminé à protéger le domaine contre les changements. Je ne réalisais pas que parfois nous devons changer pour préserver ce qui est vraiment important. » Mathieu sourit, s'approchant d'elle. Et j'étais tellement concentré sur la fuite de mon passé que je ne voyais pas qu'il pouvait être la clé pour construire quelque chose de meilleur. Le soleil était déjà plus haut dans le ciel quand ils commencèrent à descendre la colline. Dans le domaine, les premiers signes d'activité commençaient à apparaître. Les élèves qui avaient dormi là se préparaient à partir, chacun emportant avec lui non seulement un certificat, mais une mission. Madame Josette les attendait sur la véranda avec du café frais et du pain tout juste sorti du four. L'ancienne cuisinière, devenue une sorte de gardienne des traditions de l'école, avait des nouvelles à partager. « Vous savez ces vieilles graines que nous avons trouvées au fond du grenier ?» dit-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. Les jeunes du laboratoire ont non seulement réussi à les faire germer, mais ils ont aussi développé une technique pour préserver leurs caractéristiques originales. C'était une preuve de plus de la façon dont l'union entre le savoir traditionnel et la technologie moderne pouvait créer de petits miracles. Les graines, qui gardaient en elles la mémoire de générations d'agriculteurs, seraient maintenant préservées pour l'avenir. Au loin, ils pouvaient voir le jeune chêne, planté le jour de l'inauguration de l'école, qui commençait déjà à montrer ses premiers signes de croissance à côté de l'ancien. C'était une image qui symbolisait parfaitement tout ce que le domaine Espérance était devenu. Un lieu où le nouveau et l'ancien non seulement coexistaient, mais se renforçaient mutuellement. « Élise, » appela doucement Mathieu, « vous souvenez-vous, quand vous m'avez demandé si nous avions réussi à créer quelque chose qui durerait ?» Elle acquiesça, se rappelant ce moment de doute durant l'inauguration de l'école. « Regardez autour de vous, continua-t-il. Nous n'avons pas seulement créé une école ou une méthode de culture. Nous avons créé un mouvement. Chaque personne qui passe par ici emporte avec elle une graine de transformation. » Et c'était vrai. Le domaine Espérance était devenu bien plus qu'une propriété rurale ou un centre d'enseignement. C'était un symbole vivant qu'il existe toujours un meilleur chemin, un rappel constant que le véritable progrès ne consiste pas à détruire le passé, mais à construire des ponts vers l'avenir. Tonnerre, qui observait tout avec ses yeux, sage s'approcha du couple, posant doucement son museau sur leurs mains unies. C'était sa façon de dire qu'il approuvait tout ce qui s'était passé, que cette histoire, commencée par une rencontre apparemment fortuite un matin quelconque, était destinée à être bien plus grande qu'eux tous. Le soleil était déjà haut quand les derniers diplômés commencèrent à partir. Chaque adieu était un mélange de tristesse et d'espoir. Tristesse de la séparation, espoir de ce qui allait venir. Car maintenant ils savaient qu'ils n'étaient pas seulement des individus isolés, mais qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, d'un réseau de personnes engagées dans une nouvelle façon de vivre et de travailler avec la terre. Été. Ainsi, sous le regard attentif du vieux chêne et la bénédiction silencieuse de Tonnerre, le domaine Espérance